C'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de présenter avec autant de gens compétents un livre qui vient de paraître aux éditions d'Elgar. Je vais essayer de partager mon écran pour vous le montrer. Voilà, je pense que tout le monde le voit. C'est Quand l'espoir venait de l'Est et il vient de paraître en français, donc de Vinogin et Ignatov et bien sûr d'autres auteurs. Quand l'espoir venait de l'Est, les maquisards russes en France se souviennent. Alors c'est vrai qu'en France, surtout depuis l'ouverture des archives soviétiques, on apprend énormément de choses sur l'histoire soviétique. Il y a beaucoup de choses qui ont modifié notre perspective ou qui ont rétabli, disons, un savoir ancien sur ce qu'on savait. Quand je pense que le général de Gaulle n'hésitait pas à reconnaître que l'Union soviétique avait joué le premier rôle dans la libération de notre pays, et je rappelle quand même que ça venait de Gaulle qui lui-même s'était porté volontaire contre l'Union soviétique durant sa jeunesse, donc ça venait pas, c'était pas un jugement idéologique, c'était un jugement de fait. Hein. Malgré Hollywood, hein, j'allais dire malgré une certaine propagande qui veut nous faire croire que ce sont les Américains qui ne voulaient que du bien, alors que comme on le sait, ils voulaient nous imposer l'âme-goth en France et nier toute possibilité, je pense notamment à Roosevelt, toute possibilité aux Français d'avoir leur propre autonomie après la fin de l'occupation allemande. Bon, non seulement on est en train de revoir ça, simplement le poids évidemment de l'Union soviétique, du nombre de divisions soviétiques contre les divisions allemandes dans la libération, c'est très important. Et malgré cette honteuse campagne du Parlement européen pour mettre un point d'égalité entre nazisme et communisme et faire croire que c'était, vous savez, c'est une déclaration qui a été votée le 19 septembre 2019, qui va des écolos jusqu'aux fascistes, hein, jusqu'au Front National. C'est une déclaration absolument honteuse, finalement qui revient à nous faire croire, si nazisme et communisme c'est la même chose, que c'est indifférent que ce soit l'Union soviétique ou l'Allemagne nazie qui ait gagné en 1945. Nous vivons quand même en 1945, c'est-à-dire un monde quand même débarrassé du fascisme et du colonialisme, et je crois qu'on le doit évidemment à nos camarades soviétiques. Donc une chose en revanche, on connaît par exemple, on connaît assez bien et encore pas assez le rôle bien sûr du bataillon français Normandie-Niemen qui a combattu aux côtés des soviétiques. Et même si ce serait très bien aussi d'en parler aujourd'hui, ce qu'on connaît beaucoup moins bien, ce sont les soviétiques qui ont combattu aux côtés des Français sur le sol de France et qui sont enterrés en France. Hein. Alors, je vais, on peut par exemple, on en est à, on sait, attendez, j'avais pris quelques notes, je vais les reprendre. On sait que c'est à peu près 150 000 soldats, environ 150 000 prisonniers militaires et civils soviétiques sont rentrés chez eux après la guerre depuis le territoire français. Voilà, je ne voulais pas me tromper sur les chiffres. Et c'est énorme, hein, ce sont 40 000 soldats soviétiques qui sont morts en captivité au cours des combats. Vous avez par exemple 700 000 sépultures situées à Strasbourg. 9 citoyens soviétiques ont été fusillés au Mont Valérien. Alors, on garde par exemple, notamment dans le Nord, c'est très important, la mémoire de ce lieutenant de l'armée rouge qui s'appelait Vassil Porik. Hein. Cette mémoire est toujours vivace. Nous avons bien sûr des nécropoles militaires soviétiques en France, notamment à Noyer-Saint-Martin dans la Somme. Mais je crois que simplement, je ne pense pas que ça ne s'applique qu'à moi. Les Français connaissent vraiment mal cette histoire. Et donc, non seulement il fallait absolument faire ce livre, il fallait avoir une traduction française, et nous avons quand même la chance de pouvoir en parler avec des gens effectivement tout à fait compétents sur ces sujets. Nous avons Sergueï Dubov, qui a fait la préface de ce livre. Nous avons Lyubov Goriaeva, que je remercie, qui est la traductrice. Nous avons Patrick Masson, qui est l'homme par qui l'histoire est arrivée, puisque c'est lui qui m'a contacté. C'est un scientifique spécialiste de chimie, si je ne me trompe pas, qui travaille en Russie
et par l'intermédiaire duquel nous avons pu faire ce livre. Donc, est-ce que vous voulez faire une remarque générale pour commencer? Peut-être on va commencer par le préfacier du livre. Alors, Monsieur Diboff, est-ce que vous voulez un peu expliquer l'objet de ce livre? Ah, alors, excusez-moi, oui, voilà, Oui, je vous entends là, c'est bon. c'est bon. Euh, Moi, j'espère que je vais tout expliquer dans mon préface. L'importance de ce livre, parce que, comme vous avez dit, cette histoire qui est très mal connue en France, en Russie, elle n'a pas connu beaucoup aussi. Donc, c'est une histoire laquelle il faudra apprendre mieux, et qu'il faut éclaircir, parce qu'on a, vous avez dit, évidemment, il y a près de 270 lieux de sépulture citoyens soviétiques morts pendant la guerre sur le sol français. Donc, souvent, on ne sait pas du tout qui sont, pourquoi, comment ils sont arrivés en France et qu'est-ce qu'ils ont fait ici. Et ce n'a pas été que des prisonniers, c'était des gens qui ont réussi à s'évader, qui s'est combattu avec la résistance française pour la libération pour les communs. Donc, et moi, je pense que c'est un livre très grave et très important et très, pour apprendre cette histoire, parce qu'on on parle pas beaucoup, et on n'a pas beaucoup de livres à ce sujet. Donc, il faudra qu'on parle plus. Et donc, ce livre qui ouvre la porte et qui parle un peu plus aujourd'hui à ce sujet, qui donne ce qui permet aux gens qui s'intéressent de savoir de plus. Tout à fait. Alors, je vais encore partager l'écran parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous montrer à propos des auteurs. Alors, attendez, voilà. Oui, on voit une photo. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Vinogin, en fait, qui est un qui est en couverture, et non seulement en couverture par son nom, mais aussi il est sur la photographie en tant qu'enfant, puisque cette histoire, il l'a vécue de près. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu décrire son rôle, s'il vous plaît? Ces photos, moi, j'ai vécu très ancienne époque par un des hommes qui est sur ces photos, qui combattu en France, Limousin dans ce groupe. Malheureusement, maintenant, il est mort déjà. Donc, c'est comme ça que j'ai appris l'histoire qu'en France existait des prisonniers, des citoyens soviétiques qui se rejoindraient des résistants français et combattu ensemble, en même rang, contre un ennemi commun en France. Donc, malheureusement, on n'a pas parlé beaucoup, je ne sais pas trop cette histoire, comment ils ont réussi à s'évader, comment ils ont réussi à se joindre pour créer des groupes entièrement soviétiques en milieu des partisans français. Donc, comme ça, j'ai pris intérêt à cette histoire pour savoir plus et j'ai commencé à chercher. Donc, et voilà, je vois un livre qui permet de savoir déjà à moi plus sur cette histoire de ces personnes qui sont sur photo avec Peter Nogin à l'époque. Donc, c'est bien que cette fois-ci, c'était Jean Limousin, résistant très très fort. Cette ville de Limoges, lui, qui était libérée entièrement par les résistants sans participation de l'armée. Donc, et on sait que dans cette affaire, participaient aussi des citoyens soviétiques. Donc, c'est un honneur pour notre patrie qu'on ait fait aussi, qu'on était à côté dans ces cas sur le sol français. Donc, et comme vous avez déjà dit, cette histoire qui est très mal connue, donc c'est une histoire qui est assez incroyable et qui doit être, qui est très intéressante. Il faut savoir un peu plus sur cette histoire. Bah écoutez, parfait. Peut-être une première réaction de la traductrice et après de l'homme par qui le livre est arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez? Lequel d'entre vous veut prendre la parole en premier? Juste un mot, je pense qu'effectivement, Liuba, qui a bien connu Vinogin, pourra nous en dire plus sur l'origine de cette photo et comment ce petit enfant est arrivé avec sa mère à l'âge d'un an, prisonnier comme Ostarbeiter en France. Alors, chers amis, tout d'abord, vous m'entendez, oui? On vous entend bien, oui.
Oui, alors tout d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas la traductrice du tout. Je suis quelqu'un qui a servi d'intermédiaire pour l'édition française de ce livre, car Yuri Vinogin, au cours de la préparation du livre, est décédé. Donc, il ne restait que Alexandre Ignatov, mon ami de longue date, depuis les années 60. Et donc, voilà, j'essayais de faire les choses un peu avancées parce que une fois la traduction faite, bien sûr, pas du tout parfaite côté français pour français et pas pour comme souvent on enseignait une langue un peu formelle à l'école. Donc, la traduction n'était pas parfaite du tout et on nous avait dit qu'il y aurait des changements de style et de tout, mais ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu encore le temps de comparer entièrement les textes des deux versions originelles et le résultat. En ce qui concerne l'enfance de Vinogin, malheureusement, moi non plus, je ne suis pas vraiment au courant. Je sais que lui, avec sa mère, a été depuis sa plus tendre enfance dans cette équipe de maquisards. C'est pourquoi il est habillé de la même manière que tous les autres sur la photo. Et donc, c'est lui qui a finalement hérité le poste du chef des combattants volontaires, association des combattants volontaires. Il en a été le chef jusqu'au jour de sa mort. Et c'est l'association des Amis de la France où je suis membre du conseil présidentiel qui a finalement décidé de faire bouger un peu les choses, de traduire le texte déjà existant qui était le livre déjà existant qui était préparé par sous le patronage avec la participation la plus active comme auteur d'Oleg Ozerov qui s'appelait son titre était Vers la victoire à travers la détention et l'exploit. C'était un gros livre plein de documents, mais évidemment, quand nous avons montré le livre original français, ils ont dit que c'était un peu gros, un peu surchargé de documents assez récents, ce qui n'était pas évidemment pas vraiment intéressant au public français. C'est pourquoi on a décidé de faire une autre version. Donc, il y a le texte d'Ozerov qui fait à peu près la moitié du livre, peut-être, oui, la moitié du livre, aussi avec les autres témoignages et travaux de recherche qui en font partie. Donc, pour ce qui est de Vinogin, je sais que pour lui, c'était une question de principe de continuer la recherche dans le domaine. Et si je peux encore ajouter quelques mots concernant ces combattants, je veux souligner que parmi les combattants russes, il y avait les Russes, les émigrés russes, les émigrés, disons, blancs, pour qui aussi la lutte contre le fascisme, c'était une question de principe. Et n'empêche qu'ils représentaient, ils combattaient côte à côte avec les gens du pays qu'ils ont fui, eux, ou leurs parents ont fui. Donc, il y avait vraiment ce désir très fort de battre contre cette menace, la menace du fascisme, du nazisme en Europe, et c'est ça qui est important. Aussi, les uns comme les autres étaient des victimes, les uns comme certains étaient morts dans les camps de concentration,
Par exemple, la femme que tout le monde connaît maintenant, c'est la mère Marie, la nonne orthodoxe, qui était dans la résistance à Paris, qui a trouvé sa mort dans le camp de concentration à Ravensbrück, une semaine peut-être avant la libération du camp par les troupes des Alliés. C'était en avril 1945, je crois. Donc, voilà, c'est ça qui est important. C'est pourquoi on dit les maquisards russes et non seulement soviétiques. C'est ça qui est important, parce qu'il y a des traditions de combat unis des gens d'origine très différente, d'origine, disons, politique, de convictions politiques différentes. Voilà, si j'ai bien, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, c'est vrai, russe, mais il y a aussi d'autres nationalités bien sûr, de l'Union on dit les soviétique, Russes. notamment biélorusse. Hein, Oui, on dit le russe, en général, c'est le mot qu'on utilise quand on parle de l'ancienne Union soviétique, ce qui n'est pas correct, bien sûr. Voilà. Mais n'empêche. Et c'est vrai que notamment, oui, justement, le bataillon féminin biélorusse, c'est Oui, particulièrement tout à distingué. fait. On pourrait dire des choses Tout à vraies. fait, tout à fait, c'est vrai. J'en ai discuté récemment, j'étais avec l'ambassadeur de Biélorussie en France, et puis on rappelait ce rôle-là. Je pense particulièrement à la Biélorussie, puisqu'elle est sous pression occidentale aujourd'hui, et surtout parce qu'elle était effectivement en première ligne pour des raisons évidentes, puisqu'elle était sur la zone de front. Et puis c'est peut-être de toutes les républiques soviétiques, celle qui a le plus souffert, évidemment, pendant Il y avait la le plus de résistance. résistants. La résistance en Biélorussie était extraordinaire. Exactement. Ce groupe féminin n'a pas été biélorusse. Ils ont été soviétiques mixtes comme tous les autres soviétiques en France. Son commandant était biélorusse. Soviétique, oui. Bien sûr qu'ils étaient soviétiques. Comme c'est soviétique. Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire du nationalisme à l'intérieur de l'Union soviétique. Oui. Patrick, une petite réaction? Oui, bah, écoute, je suis un petit peu frustré de ne pas savoir, de ne pas en savoir plus sur l'origine de cette photo et en particulier sur le destin de Vinogine et de sa maman. Il serait vraiment important de savoir, malheureusement, il est décédé. Je ne sais pas si Ignatov est en mesure de nous en dire plus, mais les conditions, comment est arrivée en France Madame Vinogina avec un enfant d'1 an, ça c'est quelque chose qui me semble tout à fait extraordinaire, car il est bien, j'avais posé la question à Liuba il y a quelques années, que Vinogine n'est pas né en France, il est né en URSS et il est arrivé bébé avec sa mère en déportation. Et donc, comment ils ont vécu pendant ces 4 années en France, ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, ce qui pose le problème de ce livre, donc, c'est le premier publié en France, 75 ans après la victoire sur le nazisme. Donc, il arrive bien tard, mais il est important parce que, d'une part, c'est un recueil de témoignages, mais c'est insuffisant. Heureusement, dans le livre, il y a quand même le travail d'un jeune historien, Lebedenko, qui apporte déjà certains éclairages. En particulier, il a pu fouiller des archives, et je crois que ce livre est une première étape vers des travaux beaucoup plus fondamentaux par des historiens. On sait qu'il y a des archives, aussi bien en Russie qu'en France. En France, il y a les archives du ministère des Anciens Combattants, il y a les archives du ministère des Armées, il y a les archives du PC. Le PC organisait ces réseaux de prisonniers évadés et les intégrait dans les groupes de FTP
il y a les archives de l'OMC et des tas d'autres. Donc, il y a un travail d'archives et il est vraiment tout à fait important, je pense, de poursuivre ce travail, surtout à une époque où le révisionnisme fait rage, comme l'a rappelé Émeric, et où on cherche évidemment à minimiser la participation de l'Union soviétique à la victoire sur le nazisme, ou même à l'effacer complètement de la mémoire. Hein. Il ne faut pas oublier, par exemple, que pour le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, plusieurs officiels américains n'ont même pas hésité à déclarer que le camp avait été libéré par l'armée américaine. Oui, je crois même qu'il y a une tentative du gouvernement ukrainien de dire qu'ils avaient été, on revient encore aux différences entre les nationalités, mais libérés par des Ukrainiens, ce qui était absurde. Bien sûr qu'il y avait avoir des Ukrainiens dans l'armée soviétique, forcément. Oui. Donc, c'était une armée, c'était, je crois, Sergueï va nous le dire, l'armée qui a libéré, c'était une armée soviétique qui, je crois, s'appelait la première armée du front ukrainien, mais qui était composée de citoyens soviétiques, bien entendu. Donc, il y a une tentative de révision et de falsification. Et bien entendu, si en Russie, peu de gens connaissent l'histoire de ces combattants soviétiques en France, il est aussi vraiment étrange que les Français ne connaissent rien de la participation de ces prisonniers de guerre et travailleurs qui ont combattu dans les maquis et qui ont même constitué une part importante des unités combattantes et participé à la libération d'un grand nombre de villes en France. Tout à fait. Alors là, néanmoins, là, je veux vous montrer en fait qu'il y a j'ai pris comme exemple un monument à Moscou, hein, qui c'est dans le livre là, sur l'escadrille Normandie-Niemen, et vous avez aussi un monument au Bourget. Voilà, mais effectivement, il serait bien que cette histoire commune soit un peu plus répétée. Mais là on parle effectivement des Français en Union soviétique, et c'est sûr qu'on n'en parle déjà pas assez, mais l'inverse devrait être aussi vrai. Hein. Et peut-être on pourrait parler aussi de Vassil Porik. Je vais essayer de retrouver sa photo, parce que ça, c'était des choses qui étaient un petit peu plus connues, hein, si on pourrait. Mais effectivement, ce sont quelques héros, alors qu'il y en a effectivement des dizaines de milliers. Hein. Je vais essayer de retrouver ça pendant que, si Patrick veut continuer par rapport. Je pense aussi, Patrick, il y a eu effectivement cette tentative de travestissement d'histoire. Il y a eu aussi, je ne sais plus à quelle date, mais je crois une véritable humiliation diplomatique, enfin scandaleuse. Enfin, le fait que le président Poutine n'avait pas été invité au débarquement du 6 juin, je ne me rappelle plus quelle était dans quelle année c'était. J'ai trouvé ça particulièrement honteux. Enfin, moi, j'avais honte pour mon propre pays, hein, justement. Je pense que c'est l'an dernier. Oui, voilà, c'était aussi près que l'an dernier, d'accord. Je me demande si ça n'avait pas été rectifié. Oui, voilà, j'ai éprouvé un véritable sentiment de honte nationale. Enfin, évidemment, ça ne reflète pas, je le dis franchement, si des Russes nous entendent, ça ne reflète pas les sentiments du peuple français. Ce sont des décisions honteuses d'une clique politicienne, d'ailleurs, qui nie elle-même ses propres fondements patriotiques, puisque souvent elle est liée à l'Europe qui nie notre propre souveraineté. Et je voulais dire clairement qu'il faudrait absolument que ça ne se reproduise plus. Hein. Voilà. Oui, il y a non seulement donc la politique de l'Europe qui pousse dans cette direction, mais aussi 75 années de propagande américaine ininterrompue, hein, une véritable guerre culturelle qui a commencé dès la Libération. À la Libération, lorsqu'on posait la question aux Français qui a contribué le plus à la victoire sur le nazisme, en majorité, les Français déclaraient que c'était l'Union soviétique. Or, 75 ans après, les mêmes questions posées inversent totalement le pourcentage et il est déclaré que
ce sont les Américains qui ont contribué le plus à la libération de la France. Et le rôle, évidemment, le rôle de façon concomitante, le rôle de la résistance est minimisé, hein, voire même nié. J'ai même lu que la résistance avait plutôt eu un effet néfaste. Donc, c'est une véritable révision de l'histoire, et donc il est absolument urgent de rétablir la vérité. Alors, il y a des historiens qui le font, hein, Annie Lacroix-Ry, par exemple, ou Jacques Pauwels, historien belge francophone, mais qui vit au Canada, et donc qui ont contribué donc, dans certains de leurs livres à rétablir la vérité. Mais je crois que d'autres historiens doivent se pencher sur ces questions, et donc il y a vraiment urgence, je crois. Et c'est vrai qu'une petite remarque, on a bien fait d'aborder la question russe ou soviétique, et j'allais dire c'est important de garder les deux à l'esprit, mais pourquoi? Parce que en fait, cette alliance franco-russe, elle remonte effectivement à bien avant la Première Guerre mondiale, et elle était géopolitiquement clé. Indépendamment, je rappelle qu'à l'époque, la Russie, c'était le tsarisme, et la France était une république de plus en plus laïque. En tout cas, il y a eu, on se rappelle de l'histoire du gouvernement Combes, etc. Donc, c'était des régimes, en fait, relativement différents. Il n'empêche que l'union militaire s'imposait face à une menace commune. Et il est évident que le front occidental, en 1914, a tenu, ne serait-ce que parce qu'il y avait un front oriental, ce qui n'a pas été le cas en 1940. Ce qui montre bien d'ailleurs que là, on est au-delà de l'idéologie. Bien sûr que ça existe, hein, les différences, je vais dire, politiques de régime, elles sont importantes. Mais dans une question de vie ou de mort des nations, et en tout cas des intérêts primaires de mon pays qui est la France, on voit qu'elle a été, et tu parles d'or, Patrick, quand tu cites Annie Lacroix, on voit qu'elle a été une politique absolument catastrophique de la bourgeoisie française pour couper toute possibilité d'alliance de revers avec l'Union soviétique durant les années 30. Cette politique qui est totalement criminelle, et qui en fait est symbolisé par un nom qui est Munich, hein, les accords de Munich. Je rappelle quand même que le ministre des Affaires étrangères Bonnet avait dit à Ribbentrop à Munich, nous vous laissons les mains libres à l'Est. Hein, ça fait froid dans le dos, hein, quand on voit ce qu'a été la politique nazie. Donc, mais je veux dire, cette histoire, c'est pour ça aussi que j'en parle, c'est que justement, elle perdure aujourd'hui, indépendamment. La Russie a connu encore un autre type de régime. On n'est plus dans l'Union soviétique, on n'est plus dans le tsarisme, on est dans la Russie d'aujourd'hui. Néanmoins, je veux dire, pour moi, je crois que les fondamentaux, appelons les géopolitiques, je n'aime pas trop le terme de science géopolitique, je pense qu'il est entaché justement de la façon même de se représenter les choses est, disons, plutôt historique et géographique. Hein, voilà, enfin, simplement, il y a des fondamentaux dans la défense de la France, et une alliance avec ce que représente la Russie. Je ne parle même pas des liens de fraternité dans les cultures. Hein, il suffit de penser au grand roman français, au grand roman russe, et aussi même une véritable francophilie, hein, qui a toujours eu chez les élites russes. Et du respect aussi, bien sûr, des Français pour la culture russe. Bien sûr pour la musique, les ballets, mais peut-être sur la peinture où il y a moins d'échanges finalement. Bon, mais en tout cas, ne serait-ce que ça nous incite à nous rappeler l'importance effectivement ne serait-ce que pour défendre notre propre souveraineté, pour que la France retrouve au moins une certaine autonomie qui était au moins celle prônée par De Gaulle entre les deux blocs. Il faut au moins ne pas totalement se livrer à l'un des deux blocs, notamment au bloc américain. Il faut pouvoir. Le monde multipolaire est une condition pour que la France retrouve, disons, sa pleine autonomie. Bon, voilà, je ne suis pas là pour faire une harangue, mais c'était pour souligner les aspects éminemment modernes, hein, contemporains plutôt, de cette publication. Oui, mais je crois que finalement, il était clair pour les soviétiques, et je pense que nos amis russes vont confirmer, dès la prise du pouvoir de Hitler, que la guerre serait inévitable. Et pendant toutes les années 30, la politique soviétique, le gouvernement soviétique a cherché un pacte avec l'Angleterre et la France.
Et l'échec de cette politique d'alliance de revers explique parfaitement le pacte Molotov-Ribbentrop. Finalement, l'URSS n'avait pas d'autre choix que de retarder au maximum la guerre. Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai que ça fait partie de. On voit bien que le pacte germano-soviétique est l'ultime. C'est après des tentatives qui ont duré pendant des années d'une politique de sécurité commune qui a été en fait totalement sabotée par les apaiseurs. Hein. C'était Londres et à Paris. Et il y a un autre enjeu, j'allais dire, c'est pour ça, là, je vais encore essayer de partager l'écran par rapport à une carte qui est dans ce livre. Là, vous voyez, ça, c'est publié dans le livre, et c'est la carte de France en 1944. Les régions de l'emplacement des groupes de partisans sont indiquées par des points. Bon, ce que montre ça, c'est le caractère un peu tous azimuts de cette résistance. Et il y a une polémique en France pour nier le rôle de la résistance. Je pense à quelqu'un comme M. Olivier Vievorka, qui dit que c'était totalement négligeable par rapport à l'armée américaine. Je vous renvoie plutôt à ce qu'en dit Annela Quaris. Elle montre bien, au contraire, à quel point, je suis sûr, que l'armée allemande, et notamment la Gestapo, était littéralement débordée par la résistance armée française, initiée, bien sûr, il faut toujours le rappeler, par le colonel Fabien, qui a le premier lancé l'offensive en France. Donc il y a aussi, et là quand je vois les chiffres du nombre de partisans soviétiques sur le sol français, c'est absolument gigantesque. Hein. Et pour des troupes d'occupation qui, en France, enfin, on croit toujours que les troupes d'occupation allemandes avaient un nombre délirant. Non, ils étaient relativement peu nombreux. Je crois que pour la Gestapo, on est à 3000, 4000, j'espère pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça. Et pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils étaient sur le front de l'Est. Donc, et ils avaient aussi maille à partir avec ces résistances intérieures. Et on peut aussi évoquer bien sûr d'autres résistances, le front yougoslave au premier chef, l'Italie du Nord, etc. Tout cela est très important. Il y a une tentative de minimiser le rôle de la résistance en France et qui ne repose sur rien. Et notamment, on le voit aussi quand on analyse les carnets de la Gestapo, où on voit le rôle de la résistance intérieure et particulièrement communiste. D'ailleurs, la résistance communiste prend peut-être 90% des pages consacrées à ce sujet. C'est absolument gigantesque. Voilà encore pour d'autres aspects idéologiques. N'hésitez pas à parler du contenu, je vais dire, un peu du livre, hein, les choses qui vous ont le plus marqué dans cette histoire. Et n'hésitez pas, là, chers amis russes, à parler un petit peu du contexte dans lequel c'est reçu actuellement. Quoi. Et si on peut aussi envisager avec vous de donner d'autres suites. Évidemment, nous sommes dans une période de Covid où même les rencontres ne se font que de cette manière, mais si on peut voir ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette connaissance et puis renforcer ces liens de fraternité franco-russes. Louba, Sergueï. Bon, les contacts comme ça, les entretiens comme ça, c'est très bien. Et je crois que si vous voulez mon point de vue, mon avis, il faut aussi voir, tout d'abord, vous parliez tout à l'heure des premiers pas avant les pas qui ont été faits avant la guerre et de relations, pas politiques, mais disons nationales, des relations nationales traditionnelles en Europe, par exemple, qui étaient à la base de certaines alliances et de certaines de certains conflits. Ça aussi, c'est très important. Et bien sûr, on doit le souligner, et le rôle traditionnel de la Russie, de la grande Russie, bon, avant l'Union soviétique, et de ses liens avec la France, c'était très important, peut-être même dans le contexte de divergence, disons, politique, idéologique, il y avait ce sentiment de proximité. Si nous
si on mentionne par exemple la participation des troupes russes sur le territoire français pendant la Première Guerre mondiale et tout. Donc, il y avait quelque chose de très spécial dans l'histoire de relations, depuis encore les accords de la fin du 19e siècle. Donc, c'est quelque chose d'assez stable. Et l'association des amis de la Russie, début 20e siècle, les amis de la Russie, ce n'étaient pas les amis de tel ou tel régime politique dans ces relations. Et de là vient cette volonté d'aider. Bien sûr, la majeure partie des partisans des maquisards russes et soviétiques sur le territoire français, bien sûr, il y avait d'autres raisons pour cela. Mais il ne faut pas oublier, voilà, cet esprit-là aussi, qui était très important. Les liens culturels, la bonne connaissance de la civilisation française en Russie, parmi les gens instruits, bien sûr, mais n'importe. Et tout cela a joué un grand rôle finalement, dans le, comment dirais-je, dans la vision des événements qui se déroulaient en Europe au milieu du XXe siècle, et ce désir d'aider la France aussi, d'aider la France une fois que ces Russes soviétiques se sont trouvés sur le territoire français, ou les Russes aussi, les Russes immigrés qui se trouvaient forcément sur le territoire français. Cette volonté-là, alors il ne faut pas oublier cette composante-là, parce que si nous nous limitons seulement aux choses purement, disons, excusez-moi, politiques, question de relations de parti et tout, ça, bien sûr, c'est très, très important, mais ça limitera un peu notre champ de vue. C'est quelque chose de plus grand parce que l'histoire de relations est très ancienne. Je ne vais pas mentionner la princesse Anne et début Moyen-Âge russe et tout. C'est un peu drôle tout ça, mais quand même, nous avons cette histoire de relation, de sympathie. Et c'est ça qui est très important. Et aussi une chose peut-être aussi très importante à mon avis qu'on doit mentionner. Il faut savoir peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, que souvent les gens qui étaient parmi les partisans, les maquisards en Europe, en rentrant en l'Union soviétique, certains étaient soupçonnés d'être espions. Et peu après, il était envoyé dans les camps staliniens. Ça, c'est tragique, c'est vraiment tragique, parce que ces gens-là qui combattaient, qui étaient braves, actifs, prêts à perdre leur vie en combattant le nazisme, là, en rentrant chez eux, souvent on les traitait d'ennemis, voyez? Et il ne faut pas oublier ça, parce que il ne faut pas voir cette vie-là, la vie de ces gens en rose seulement. C'est ça qui était tragique. Heureusement qu'on n'est plus à ce niveau-là de vision du monde, et les choses comme ça, j'espère, ne pourront jamais arriver une fois que, si Dieu nous en garde, mais si quelque chose de pareil arrive, ça ne va pas se dérouler de la même manière. Mais ça, c'est très important. Et certains de ces gens qui, en rentrant, ils savaient très bien que peut-être il pourrait envisager ce genre de problème dans leur vie. Et quand même, il était patriote, il rentrait chez eux. Il y avait certains qui ne rentraient pas, vous ne savez pas, mais c'était la minorité.
Ils rentraient chez eux, ils continuaient à vivre, à travailler, à aider leur patrie. Et il y a pas mal de gens comme ça qui ont souffert. Il ne faut pas l'oublier. J'insiste sur ce point parce que, à mon avis, c'est très important dans notre vision du patriotisme, disons, russe, soviétique, russe tout court, comme vous voulez. C'est très important parce que je crois que ce patriotisme-là vaut plus cher que n'importe quel autre. Excusez-moi, peut-être. Non, non, mais au contraire, je comprends tout à fait votre point de vue et je suis d'accord avec vous qu'il y a, il faut penser aussi la politique et l'histoire sur le long terme. Et si on peut quand même résumer les choses pour que tout le monde comprenne, la Russie, pour nous Français, est un pays qui est loin, donc c'est-à-dire qui n'a jamais été un adversaire direct, et en même temps extrêmement proche par la culture et par l'affinité. Donc ça reste un fondamental. Enfin, ça explique pourquoi justement, c'est d'abord en tant que Français que je suis effrayé par la russophobie actuelle dans mon pays. Et je ne sais pas si vous en avez, en tout cas non, peut-être vous qui connaissez bien sûr la France, vous en prenez conscience, mais les Russes ne se rendent pas compte à quel point c'est instillé dans la propagande actuelle que je dirais occidentale. Alors, je ne pense pas être dans une partie occidentale, je me sens, disons, c'est un pays au cœur de l'Europe, la France, il n'y a pas de raison que ce soit plus à l'Occident qu'à l'Orient, il y a pas de, tout ça c'est très idéologique. Mais c'est aussi en tant que Français que je suis effaré par cette russophobie actuelle. Mais y compris sur la façon dont on représente notre pays à l'étranger, il y a une inflation qui était liée en fait à l'idéologie de guerre froide sur la réalité de l'Union soviétique. Et ça, je veux dire, en tant que patriote russe, que vous ayez ou pas une sympathie pour le régime communiste, et vraiment tous les points de vue sont possibles, mais vous ne pouvez pas être indifférent au fait qu'on a laissé dire pendant la guerre froide vraiment n'importe quoi sur votre pays, et même sur des choses, et même sur des choses qui sont, ça allait jusqu'à revêtir des aspects d'une véritable propagande de guerre. Et le paradoxe, c'est que justement l'ouverture des archives en Union soviétique, qui a été due en partie à la chute du régime, même si des choses avaient déjà été mises à disposition, notamment par exemple sur le pacte germano-soviétique, le président Poutine disait ce serait bien que les historiens ouvrent leurs archives. On sait tout sur le pacte germano-soviétique. Et la façon dont le Parlement européen présente les choses est une mauvaise foi absolue. Et il n'y a pas grand-chose qui changera ce point de vue. Ce n'est pas dans les archives qu'on changera ce point de vue. Mais pour beaucoup de choses, par exemple sur l'étendue des camps du Goulag, on a les chiffres actuels. Et il ne s'agit absolument pas de nier cette réalité, mais simplement elle est complètement différente des chiffres complètement astronomiques donc, qu'on nous donnait en Occident, ou notamment que donnait un écrivain comme Solzhenitsyn, par exemple, tout en justifiant les dictatures fascistes en Espagne ou au Chili. Et pour en prendre ce simple exemple des contrôles, effectivement, faits par le NKVD de prisonniers soviétiques à leur retour en URSS, c'est vrai qu'ils ont eu lieu. C'est vrai qu'ils ont eu lieu parce qu'on est dans un il y a le caractère obsidional l'URSS se sent effectivement traumatisée effectivement par cette invasion et elle veut contrôler les gens qui ont pu être en contact avec les nazis. Simplement, moi j'ai les chiffres, si vous voulez, il faudra que je coupe ma caméra, je vais essayer de les retrouver rapidement. Je ne vais pas forcément y arriver parce qu'il faudrait que je le fasse en 1-2 minutes, mais j'ai des chiffres exacts d'historiens sur le nombre de gens qui ont effectivement eu maille à partir avec le NKVD pour des cas de trahison avérés. C'est une infime minorité par rapport à tous ceux qui ont pu revenir dans le pays. Donc, effectivement, c'est absolument pas sympathique, mais ce que je veux dire, il n'y a pas du tout un caractère systématique à ce que l'on décrit. Mais en tout cas, cher Liuba, concentrons-nous non pas sur les détails, mais sur l'essentiel, et on sera tout à fait d'accord sur l'aspect absolument primordial pour nos deux pays, de renforcer cette alliance. Et ça passe par au moins un minimum de connaissances historiques dans nos deux pays. Donc, je coupe ma caméra, je vais essayer de retrouver ces sources. Je prendrai 30 secondes, je vais peut-être laisser Patrick prendre la parole. Si je ne retrouve pas en 30 secondes, de toute façon, je vous reprends après. Oui. Ajouter quelque chose, il est parti donc. Je voulais dire que notre association, si je me permets de parler un petit peu, qui est créée pour ce but, on se battre un petit peu pour l'histoire.
sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale sur le sol français. Donc, on a restauré quelques monuments des jeunes russes soviétiques qui étaient morts en France, qui sont enterrés ici. Donc, il y a 12 ans, j'ai impliqué de pro dans l'affaire de Vassili Pourik. On a installé quelques monuments et on n'a pas terminé. Dernier plaque commémorative qu'on a voulu installer cette année, on n'a pu pas faire à cause des situations avec Covid. Aussi, qu'est-ce que j'ai voulu ajouter à une chose que à cette remarque, ce qu'on a parlé des goulags, etc., qu'en France, n'a pas été que prisonniers soviétiques, a été aussi des collaborants soviétiques, des légions Waffen-SS, Ost-Légion, Tatar, Turkestan, Caucasienne, etc. Il ne faut pas mélanger deux choses, les prisonniers et des collaborants. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas du tout pareil. Donc, si c'est les collaborants partis en goulag, ça c'est tout à fait normal. Donc, ce que je voudrais dire aussi, actuellement, on ne s'abatte pas que contre le révisionnisme occidental, mais aussi contre le révisionnisme post-soviétique pour les républiques ex-soviétiques, comme Ukraine, Kazakhstan, Ouzbékistan, Biélorussie aussi, parce que chacun cherche à déclarer certains groupes des soviétiques qui combattent en France, comme les groupes biélorusses ou ukrainiens. On a un grand scandale, si vous connaissez, avec Stalag 12F, camp Saint-Jean en Moselle, qui l'Ukraine cherche à déclarer comme l'Ukrainien, comme c'était que des Ukrainiens, pas des Soviétiques dedans. Donc, on a un grand scandale avec le Kazakhstan parce que le Kazakhstan a réussi à installer en France un monument à Mustafa Shokay, créateur de Légion Waffen-SS turkestanienne, même combattu en France contre Maki. Donc ça, c'est aussi une chose incroyable et ça existe actuellement. Il ne faut pas en combattre avec une chose, oublier et n'a pas vu une autre chose qui participe et qui se réalise actuellement. Il ne faut pas faire ça. Donc, si le groupe Bélarus, on parle beaucoup actuellement, les féminins, c'était les citoyens soviétiques de tous les ethniques mélangés comme d'habitude avec les. Parce qu'en soviétique, on n'a pas des religions par nation. Tous ensemble, dans le même groupe, dans la même armée, dans le même camp. Et c'est maintenant qu'on cherche à donner un aspect ethnique ou quelques partisans soviétiques. Quand on a parlé russe à l'époque soviétique, on a utilisé les mots russes pour distinguer tous les soviétiques. On a appelé comme ça, même dans les papiers, dans les archives, quand on trouve des listes des prisonniers soviétiques en France, c'est très rarement quand on appelle soviétique. Souvent, il parle des prisonniers russes, prisonniers de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est malheureusement actuellement peut-être n'a pas appelé République non russe, ex-soviétique. On ne peut pas changer l'histoire, c'était comme ça à l'époque. Donc pour ça, nous avons appelé notre association aussi Mémoire russe pour parler de toutes les Russes qui étaient en France depuis napoléonienne jusqu'au voilà, donc c'est ça ce que je voulais ajouter. Mais, écoutez, je vous remercie pour ces précisions, Sergueï. Et voilà, j'ai retrouvé, hein, finalement, en fait, c'était Victor Zemskov qui a étudié vraiment les archives et qui n'était pas du tout un historien animé d'options politiques particulières. Hein. Mais la plupart du temps, bah, effectivement, même en Occident, je me rends compte qu'il est cité par tous les camps. Hein. Donc, voilà ce qu'il écrit. Sur les 1 539 475 prisonniers de guerre revenus en URSS d'octobre 1944 au 1er mars 1946 en provenance d'Allemagne et d'autres pays, donc plus de 280 000 ont été démobilisés de l'armée et en conséquence sont rentrés chez eux. Le gros des prisonniers de guerre, dont la majorité était en âge de continuer le service, ont été réintégrés dans l'armée. Alors, ne reste que le contingent spécifique remis au NKVD, hein, donc les services secrets soviétiques de l'époque, l'enceinte du KGB. Gravité spécifique, moins de 15%, soit 226 157 personnes. Mais Zemskov ajoute, et c'est pour ça que ça me faisait penser à ce que disait Sergueï, il ne faut pas oublier que la majeure partie de cette catégorie de prisonniers de guerre rapatriés était à un moment donné, après la captivité, entrés dans le service militaire ou de police de l'ennemi. Donc je veux dire, tout ça, ce n'est pas, bien sûr, ça n'est vraiment pas la majorité.
des prisonniers de guerre qui ont souffert. Et Dieu sait aussi qu'il y en a qu'on a laissé, je crois qu'il y a 3 millions de prisonniers soviétiques que les nazis ont laissé mourir de faim. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout pour dire que ceux qui ont, en revanche, ceux qui ont collaboré, effectivement, c'était normal qu'il y ait eu une enquête. Après, on peut trouver les jugements de l'époque d'un point de vue historique toujours, comment dire, trop sévère ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'était pas une répression aveugle, hein, c'était pas une suspicion qui s'abattait sur tout le monde. Il y avait véritablement des enquêtes. Hein, voilà pour cette chose-là, mais effectivement, l'histoire est, on n'a pas à faire d'anachronisme non plus. Hein. C'est la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 50 millions de morts. Les conditions sont de toute façon d'exercice de la guerre sont épouvantables. Et justement aussi pour que les choses ne se reproduisent pas, je crois que vraiment cet internationalisme, hein, j'ose ce terme-là, mais justement avec l'internationalisme, c'est le fait de mettre les nations ensemble, le fait qu'elles se comprennent, est absolument à rétablir. Hein. Et je crois qu'on a fait vraiment le tour pour que, nous commençons à créer au moins des conditions intellectuelles, spirituelles, morales, pour que nous recommencions en fait, nous retrouvions ces liens et retrouvions justement ce chemin de la paix, parce que c'est vraiment ça aussi, c'est que justement plus les nations se parlent, plus elles aboutissent effectivement à la paix. Moi, je voulais dire aussi par là, pour qu'on ne se méprenne pas, que moi aussi je souhaite j'ai parlé d'alliance de revers classique. Je ne souhaite évidemment pas une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne, mais simplement ce dont je me rends compte avec l'Union européenne et le Parlement européen, c'est que ce n'est pas une union pour faire la paix, mais pour préparer la guerre, pour faire un véritable bloc, parce que c'est comme ça qu'on nous vendait, y compris après Maastricht. Il faut un grand bloc européen contre le bloc chinois, contre le bloc russe, etc. Ça, effectivement, il n'en est absolument pas question. On ne saute pas d'une nation à un grand ensemble par décret. Les nations, les peuples veulent vivre. Et effectivement, ils veulent se parler, ils veulent se comprendre. Et malheureusement, souvent, les peuples n'ont pas comment dire, cette culture qui fait que, effectivement, cet accès à la culture qui fait qu'on comprend mieux les autres. On parlait effectivement de cette grande culture russe. Et il suffit de penser ouvrir n'importe quel roman de Tolstoï, on voit que des fois il y a énormément de français dans le texte, hein, parce que évidemment, toute l'aristocratie russe de l'époque parlait peut-être même mieux le français que le russe, sans exagération. Mais effectivement, beaucoup de peuples ne se connaissaient que par la guerre, n'avaient l'occasion de se reconnaître que par la guerre. Mais il y a eu aussi effectivement des histoires extrêmement belles dans l'antifascisme, hein, c'est-à-dire aussi en affirmant l'unité de l'humanité. Et voilà, sans dire excessif, je crois que ce qui est en jeu, c'est évidemment la paix. Et affirmer aussi la victoire de 1945, c'est pas indifférent. Je le dis à toute la classe politique française qui a osé voter cette loi au Parlement européen. Non, nazisme et communisme, c'est pas la même chose. C'est pas du tout indifférent, que ce soit l'URSS ou l'Allemagne nazie qui est vaincu en 1945, et je vais citer quelqu'un qui n'est absolument pas un communiste, mais Vladimir Poutine, je l'entendais à la télé russe, il disait, écoutez, vous fermez les yeux 2 secondes, et vous imaginez qu'est-ce qui serait passé, dans quel monde on vivrait si c'était les nazis qui avaient gagné. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être russe pour penser la même chose, je pense qu'on voit tout ce qui serait passé. Hein. Donc voilà sur quoi j'aimerais terminer, mais évidemment, ce n'est pas à moi de conclure, c'est d'abord à nos amis russes de conclure. Alors peut-être à Patrick, et puis après à nos amis russes, et puis après je pense qu'on pourra terminer cette session. Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer sur tout ce sujet. Ce n'est qu'un début, hein, comme on dit en manif en France. Très bien. À vous. Patrick? Non, moi je terminerai, mais peut-être toi, Liuba ou Sergueï, avec quelque chose à dire. En particulier, je crois qu'Émeric aurait voulu qu'on parle un petit peu de Normandie-Niemen à la fin. Et à ce propos, Sergueï a écrit un livre publié à Moscou, en russe, sur Normandie-Niemen. Ce livre pourrait être traduit en français, pourquoi pas? Ça s'impose, à mon avis, oui, bien sûr. Oui, probablement, je n'ai pas réussi à résoudre ces questions. Moi, je n'ose pas traduire moi-même. Je n'ai pas assez fort en français pour écrire des livres. Pour ça, j'ai publié en russe à Moscou. Donc, et moi, je n'ai pas fait un livre de plus sur l'aspect militaire, comment ils ont combattu. On sait bien que les pilotes français étaient héroïques et combattu avec courage
mérité toutes ces distinctions militaires qu'ils ont obtenues pendant ces batailles. Moi, je parlais plus des questions des collaborations militaires entre la France à l'époque et l'Union soviétique. Parce que la France était occupée, c'était le régime Vichy. Donc, De Gaulle était à Londres, il était dans une condition stricte et serrée. Donc, c'était pas tout à fait facile, pas du tout facile ce qui était fait à l'époque pour créer ces collaborations militaires et pour devoir envoyer sur le front russe des quelques pilotes, parce que le projet au début était beaucoup plus vaste et ce qu'ils ont réussi à réaliser, c'est uniquement envoyer des pilotes sur le régiment. Donc, ça, c'est ce qui m'a été intéressant, comment c'était déroulé dans ces conditions dures. Aussi, je voudrais dire, parce que moi, dans l'activité de notre association, j'ai toujours été impressionné des participations françaises, parce que beaucoup de Français qui partagent nos intérêts, qui ont aussi respect des combattants russes et soviétiques qui sont enterrés en France, comme Patrick aussi, fait beaucoup dans cette direction. Et on toujours voir l'amitié des peuples français. C'est plus que l'amitié, ce qu'il montre vis-à-vis de nous et de nos soldats qui sont enterrés ici. Donc, et pour ça, je voudrais remercier les Patrick et Émeric pour ce livre, parce qu'il faut qu'on un petit peu parle plus de ces sujets pour les gens qui s'intéressent pour trouver l'information. Juste une toute petite incise, il faut savoir que les pertes de l'escadrille Normandie-Niemen sont énormes. Hein. Il n'y a pas eu du tout de traitement de faveur, au contraire. Hein. Les Français se sont véritablement distingués, hein, il faut dire, par leur courage. C'est les pertes le montrent. La moitié de ces pilotes ont été tués, comme je disais, toutes ces distinctions, ils ont obtenues avec sa sang. Ils n'ont pas été donnés juste pour décorer des amis français, c'était tout obtenu dans les combats. Chaque décoration est méritée. Donc, ils ont combattu avec un grand courage. Malgré que, je peux dire que dans un certain moment, parce que c'était pas beaucoup de pilotes, et ils ont eu peur qu'ils ont tous payés en combat, l'Union soviétique voulu le retirer des fronts et l'utiliser comme une icône politique, voilà, des Français qui sont en Union soviétique, c'est des militaires, donc ils n'ont pas beaucoup, ils ont voulu le garder. Et les pilotes sont révoltés, ils ont contesté cette situation, ils ont dit qu'ils nous sont venus ici pour combattre, pas pour montrer nous partout dans les journaux et parler sur radio. Ils ont insisté que l'unité serait envoyée en front commun. Merci beaucoup Sergueï. Hein. J'espère qu'on entendra davantage encore parler de la série Normandie-Niemen, hein, bien sûr, en plus de tout ce qu'on peut faire avec ce livre. Alors, nous avons une conférence sur Normandie-Niemen au Centre culturel russe, si vous voulez, ce sera en russe en français, ça sera traduit et si vous voulez, vous pouvez participer. Donc c'est entrée libre par Internet, évidemment. Très intéressant, merci beaucoup. Ouais. On va sans doute mettre ça sur le site des éditions Delga si vous voulez envoyer des liens, on mettra ça en dessus du livre. Hein. Liuba, c'est à vous, cher Liuba? Ah oui, alors tout d'abord, je veux encore une fois remercier vous, Émeric, et les autres amis qui ont contribué, qui ont finalement mis à jour le livre existant déjà, mais c'était une histoire qui freinait, ce qui m'embêtait. Et comme l'Association des Amis de la France, pratiquement, ça n'existe plus pour plusieurs raisons. Peut-être que c'est un peu le cas des associations d'amitié avec la Russie et les pays de l'ancienne URSS en France. Il y a certaines associations, petites associations régionales qui existent, les autres qui ont disparu pour plusieurs raisons. Et donc, c'est bien, c'était pour moi une question de principe que cette histoire soit mise à bout jusqu'à la fin. Et je vous en remercie au nom de tous les anciens de l'association des Amis de la France, de tous ceux qui ont participé ou au moins qui étaient qui écoutaient les nouvelles, qui demandaient comment ça marche en France, est-ce que ça avance ou non et tout. C'est la première chose. Deuxième chose, souvent quand on parle, nous continuons à parler de l'amitié
entre la France et la Russie, surtout traditionnellement en termes militaires. C'est-à-dire, on parle de la résistance de Normandie-Yémen, mais je pense que le temps est venu de parler d'amitié, de collaboration dans les domaines concernant plutôt le nom de paix qui n'en est pas moins plein de problèmes d'aujourd'hui, comme si on ne mentionne que le Covid, si on ne mentionne que les perturbations générales dans le monde entier, perturbations politiques, la perte de certaines pistes qui nous paraissaient avant, jadis, elles nous paraissaient traditionnelles, les pistes qu'on suit et on va vivre comme ça jusqu'à la fin de nos jours. C'est différent partout. Si on commence par la Russie, si on finit par les États-Unis d'aujourd'hui, c'est partout différent. Donc, à mon avis, nous devons penser à l'avenir, nous devons chercher les moyens, les ressources pour continuer les liens d'amitié des années de guerre, des années du passé, pour continuer ça aujourd'hui quand il y a autant de problèmes à résoudre. Et en résolvant ces problèmes, nous devons être ensemble, essayer d'être ensemble, se comprendre. Nous avons toutes nos ressources, comme celui qui nous aide à nous parler aujourd'hui des différents coins de l'Europe, n'est-ce pas? Alors, commençant par ça, il y a aussi d'autres ressources d'amitié qui est la recherche des solutions des problèmes d'aujourd'hui. C'est ce qui est très important. Nous tous, le monde entier, nous vivons une période critique, vraiment. Et pour ça, il faut un peu rafraîchir nos cerveaux, penser aux moyens de voir les choses et nos approches aux choses que nous abordons chaque jour. Et en cela, nous devons partager nos expériences, échanger des opinions et se voir plus souvent, que ce soit directement en contact direct ou via Zoom. Merci. Écoutez, merci beaucoup, Liuba. Effectivement, vous parlez de ces ressources. La première et avant tout, je crois que c'est d'abord l'amour de la langue de l'autre. Et vous êtes une passeure, vous en témoignez au plus haut point. Et vraiment, merci pour votre intervention. À toi, Patrick. Merci, Émeric. Merci, Liuba. Tout d'abord, je dois dire que je regrette infiniment que notre camarade et ami Antoine Ségura n'ait pas pu se joindre à nous, car tout le monde sait ici quel rôle il joue. Il a joué dans le passé dans l'association France-URSS et maintenant dans l'association France-Russie SNG, CEI, pour rapprocher nos peuples, bien sûr, rapprocher la France de la Russie, mais aussi des autres peuples. J'en veux pour preuve, par exemple, les opérations que Antoine mène depuis plusieurs années en direction de l'Arménie, et on sait qu'il y a un gros travail à faire dans cette direction, mais avec d'autres anciennes républiques de l'URSS ou d'anciennes oblasts de l'Empire russe, il y a aussi un grand travail. Ceci dit, notre amitié entre la France et la Russie est très intense, sans avoir à remonter à la princesse de Kiev, Anne. On pourrait citer à titre anecdotique que la comtesse de Ségur était née Rostopchine, la fille de l'incendiaire de Moscou qui a chassé Napoléon de votre capitale. Donc, en fait, il y a des liens vraiment très intenses, de très longue date. Et moi qui travaille en Russie, je vois bien que même dans notre mentalité,
dans notre culture, dans notre approche des problèmes entre les Russes et les Français. Il y a des liens qui sont très intenses et des façons d'aborder, d'appréhender les problèmes qui sont très proches. Donc vraiment, la Russie est vraiment notre sœur. Donc évidemment, donc sur le plan politique, il y a un gros travail à faire parce que il y a des forces qui cherchent à dissocier nos peuples. On les voit à l'œuvre depuis la création de l'URSS, d'ailleurs. Ça ne remonte pas à l'époque de la guerre froide qui a commencé en 1945-46, mais déjà dès la création de l'URSS, ou avant même la création de l'URSS, dès la révolution d'octobre, l'intervention des troupes étrangères contre la jeune République russe soviétique a commencé. Et la France, malheureusement, était impliquée. Heureusement qu'il y a eu des révoltes. Rappelle-toi la révolte de la mer Noire. À Odessa. Oui, ça c'est vrai. Oui. Les mutins de la mer Noire, ça c'est vrai que c'est encore tout un chapitre. Les mutins de la mer Noire. André Marty et Charles Tillon. Et Jeanne Labourbe qui a été fusillée par les troupes blanches sur cette institutrice française qui est à Odessa. Oui, elle a été fusillée à Odessa. Donc, et cette révolte de la mer Noire et la participation de Français finalement en soutien aux bolcheviks a eu des conséquences très importantes puisque ça a motivé le retrait de la France de cette alliance. Oui, tout à fait. Je rends hommage à mon collègue Edmond Janssen parce qu'il m'avait, je pense à une blague qu'il voulait faire, mais il disait on reproche à la Crimée de devenir russe ou d'être russe. Et il dit c'est bizarre parce que ça gênait pas du tout quand c'était la France qui envahissait la Crimée il y a 100 ans. Il voulait, je sais plus quelle année c'était, mais il voulait fêter cum grano salis, comme on dit, avec un grain de sel, l'invasion de la Crimée par la France. C'est ça que vous voulez alors pour rappeler évidemment cette ingérence honteuse de l'impérialisme français après 17. Là, ça les gênait absolument pas. Hein. Alors je rappelle quand même que la Crimée a voté par référendum, son rattachement à la Russie. Hein. Voilà encore un exemple. Je crois qu'on n'a pas fini de parler de russophobie, mais c'est bien aussi qu'on parle un peu de russophilie, hein, voilà, et de francophilie, parce que ça existe. Hein. Ouais. Je pense que vous êtes là pour en témoigner. C'est vrai qu'on aurait pu aussi aborder l'aspect scientifique des choses. Alors, c'est pas avec moi qu'on peut le faire, malheureusement, mais je crois qu'il y a tellement de sujets, et Patrick, on aurait pu aussi, bien sûr, parler de ça. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour le moment, mais voilà, on reprendra cette discussion certainement plus tard. Hein. Et il faut continuer. Voilà, et bien sûr, spasibo большое, hein, merci à tous, et puis à très bientôt. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Liuba. Au revoir. Au revoir. À bientôt à Moscou.